Salut à tous, c'est Bismart, dernière émission, enfin qu'est-ce que je dis moi, dernière émission de la semaine. Non, demain Aurélie Planex sera là. Mais là, je vais être très franc avec vous, je vais me faire un petit plaisir. On va discuter assez longuement avec deux personnes passionnantes et au cœur en plus d'éléments qui sont alors pas sur le même plan. On va démarrer avec Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde. Je le redirai d'ailleurs, mais si ça vous intéresse, on a fait aussi avec lui une longue émission Smart Stratégie, émission qu'on fait... quand on peut le faire, je dois vous avouer, c'est pas d'une régularité exceptionnelle, avec Circle Strategy et Jean-François Rial nous racontait tout un tas de choses sur ce qui lui permet de tenir en fait, malgré une activité qui est au tapis. Donc j'avais envie de prendre de ses nouvelles. Donc on va voir où en sont justement les voyagistes et l'industrie du voyage. Et puis après, c'est Henri Seydoux. Si vous ne connaissez pas Henri Seydoux, vous allez regarder ça. Donc c'est le patron de Parrot. Il fait des drones. Il vient de signer, là c'est les montagnes russes, la vie de Parrot depuis plus de 10 ans. Il vient de signer là des contrats très importants, mais avec les forces de sécurité. Armée américaine, forces de sécurité en France. Lui qui, il y a 10 ans, nous disait que ces drones allaient révolutionner le monde, mais pour le meilleur. Donc voilà, j'ai envie de discuter de tout cela avec lui, de où va la tech, de la façon dont nous-mêmes on regarde le progrès. Parfois, on a du mal à regarder ce progrès. Bref, c'est parti, c'est Bismart. On repart avec Jean-François Rial qui est avec nous, le PDG de Voyageurs du Monde. Salut Jean-François. Bonjour Stéphane. On s'était parlé avant les vacances, je crois, avant les vacances, où j'avais appris, Jean-François, je le dis. Alors d'ailleurs, allez voir, l'émission elle est toujours disponible, Smart Stratégie. Pendant une demi-heure, tu nous avais détaillé ta stratégie et en gros, tu m'avais dit, Jean-François, nous, a priori, on a 2 ans devant nous. À l'époque, on était à 0, c'est-à-dire c'était la levée du premier confinement, etc. Tu disais, j'ai 2 ans devant moi. C'est ça. Donc, moi, je voulais savoir où t'en étais. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on arrive dans les interstices que laisse la législation, les fermetures des frontières ici ou là? Est-ce qu'on arrive encore à faire un petit peu de voyage? Et sinon, comment est-ce qu'on occupe ce temps? À ce moment-là, je pense que ni toi ni moi, on pensait qu'on en serait encore là en février, mars maintenant, là, voilà. Donc voilà, je vais prendre de tes nouvelles. Je dirais qu'on n'a pas changé sur le timing. On tient toujours à peu près, par rapport à mars dernier, à peu près 2 ans, sans toucher au PGE. Je précise bien, parce qu'on tient beaucoup plus longtemps si on utilise notre PGE. On a 50 millions d'euros de PGE. Ça, c'est le fruit de 25 ans de bénéfices et pas de dette. Pas faire de LBO, pas faire des montages compliqués, tout ça. Donc, ça donne du confort. Et le fruit aussi, quand même, de tous les dispositifs d'aide qui font que les gens sont au chômage partiel. Énorme dispositif d'aide du gouvernement, bien sûr, sur le chômage partiel en particulier. Maintenant, l'activité, elle était remontée à 30% en décembre, janvier. Et là, malgré tous les interstices que vous avez évoqués, elle est repassée à 5%, c'est-à-dire à peu près à 0. C'est-à-dire qu'on est reparti à 0. Parce qu'on peut voyager en France et en Europe, mais en France et en Europe, en gros, on a le Covid partout. C'est du semi-confinement ou du confinement de fait partout. Donc, c'est quand même pas très génial de voyager. Et puis après, à l'étranger, on nous a fortement interdit de le faire. Donc, nous, évidemment, on respecte la règle. Même si, effectivement, vous pouvez tout à fait passer par une capitale européenne et aller n'importe où dans le monde, parce que le truc est absurde. Mais, globalement, nos clients ne le font pas. Et puis, nous, on ne l'encourage pas. Donc, parce que voilà. J'ai vu, tu as fait une série de tweets, justement, contre la fermeture des frontières. Je ne suis pas contre la fermeture des frontières. Je suis contre la fermeture des frontières qui est idiote. C'est-à-dire que si vous fermez les frontières... Soit vous appliquez toute la même politique sanitaire en Europe et vous fermez toutes les frontières européennes, soit vous fermez la France, très bien. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut fermer en priorité, c'est les frontières terrestres européennes, parce que c'est là où vous avez les flux et c'est là où vous avez les contaminations. Parce que sur les frontières internationales, c'est le seul endroit où vous pouvez contrôler 100% des entrées par un test PCR à l'embarquement et un test antigénique rapide à l'arrivée. Donc on est dans un truc qui est absurde. Et d'ailleurs... Mais Jean-François... L'histoire, les pauvres gars qui sont au Costa Rica, là. Oui. En fait, parce que quand j'ai lu ton truc, j'ai dit, il a raison. Oui. Et puis est arrivée l'histoire du Costa Rica, j'ai compris. Exact. C'est-à-dire que là, en fait, le gouvernement français, à un moment, ils vont être obligés d'aller les chercher, les gars. C'est-à-dire, tu te retrouves, si tu fermes pas, en fait, ces frontières extérieures, tu vas te retrouver avec une centaine de groupes comme ça partout dans le monde, dont tu es responsable in fine, tu peux pas t'en sortir, à la fin, ça te retombe et tu dois faire des opérations de rapatriement. Mais je suis pas d'accord avec toi, parce que de toute façon, ça existe en Europe.
et tu les fais bien revenir. Mais oui, mais en Europe, c'est facile de les faire revenir. Non, Stéphane, c'est pas vrai, parce que quand tu es quelqu'un qui est positif à l'étranger, eh bien, il reste à l'étranger pendant 8 jours, pendant 10 jours, le temps de devenir négatif, et après il rentre. Oui, mais tu donc restes c'est à un faux l'étranger dans problème. des conditions européennes. Moi, j'entendais ces gens-là. En fait, le pire, c'était pas qu'ils restent bloqués au Costa Rica, c'est qu'à un moment, je comprends ils deviennent des parias. Quoi. Je comprends ce que tu dis, sauf que c'est pas parce que tu as fermé les frontières qu'on est contre ce problème. Si tu avais laissé les frontières ouvertes, tu aurais eu le même problème, parce qu'ils n'auraient pas eu le droit d'embarquer. Fois 100. Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que, à la preuve, on en a eu plein en janvier, février, en décembre. On a eu plein de gens qui ont voyagé, ils n'ont pas eu ce problème, parce que la probabilité, quand tu pars voyager, déjà, tu es négatif. Après, il faut que tu prennes le virus sur place. Tu le chopes là-bas, voilà, c'est ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Ça nous est pas arrivé. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais je crois que cette mesure de fermeture de frontières est une mesure qui sanitairement n'est pas efficace. Ça aurait été j'en suis convaincu. tu le dis toi-même, ça aurait été anecdotique de toute façon, parce qu'il y a... Oui. Voilà. Oui, je reconnais. Tout à fait. On n'arrive pas là à se projeter dans un projet de voyage. On n'y arrive pas. Bien sûr. Et Dieu sait qu'on en a marre. On aimerait bien. Mais on n'y arrive pas. C'est clair. Comment t'organises tout ça ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai entendu 2-3 fois la phrase qui me plaisait énormément. Je crois que le premier à l'avoir prononcé, c'était Laurent Vimon, le patron de Century 21 pendant le premier confinement. Les bateaux sont taqués à cause de la tempête. Je répare les filets de pêche. C'est-à-dire, en fait, je me projette sur le futur et ça me donne du temps, et Dieu sait que t'en as, pour améliorer mon offre. Alors, honnêtement, chez nous, non. Chez nous, non, parce que d'abord, je pense que tous les agrégats post-Covid, tout ce qu'il faut faire post-Covid, on l'avait déjà. Ouais. Donc déjà, on a moins besoin. Par contre, donc c'est quoi ? C'est le voyage individuel ? Le voyage individuel, un voyage plus écolo, plus respectueux de la planète, moins tourisme de masse. Je dirais tout ce qui fait d'ailleurs plus ou moins juste, hein, toutes les informations négatives qui sont assimilées au Covid. Plus ou moins juste, c'est même pas le problème, c'est que c'est perçu comme ça. Donc un voyage plus respectueux de la planète et des hommes. Bon, et nous là-dessus, on est très fort, naturellement. Bon. Donc on n'a pas tellement besoin d'évoluer là-dessus, on est très 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 costaud. Par contre, moi je suis suroccupé parce que je suis en première ligne pour ma profession. Donc moi je suis suroccupé, j'ai jamais autant travaillé de ma vie parce que je discute avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec Bruno Le Maire, des aides gouvernementales, comment ça marche. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est vachement bien. Ça m'intéresse. Ah oui. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que ce qu'ils font, c'est très bien. Globalement, ils nous aident. Là où ça ne va pas, c'est que paradoxalement, ils n'en tirent pas complètement le bénéfice politique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours au dernier moment. Ça manque de lisibilité. Si tu veux, nous, on est en activité complètement arrêtée. Nous dire qu'on aura le chômage partiel jusqu'à fin juin, c'est pas compliqué. Quitte à y mettre des garde-fous, style baisse de 90% de l'activité. Mais c'est pas ça qu'ils font. C'est que pour des raisons de machinerie gouvernementale un peu complexes, chaque mois, ils nous redonnent un mois. Et donc, on a la double peine, pour moi, de manque de lisibilité. On n'a pas la lisibilité sur l'activité et on n'a pas la lisibilité sur les coûts. Et par exemple, Stéphane, l'aide qu'ils nous proposent de 70% de prise en charge des 70% des charges fixes, parce qu'on a un secteur ultra sinistré, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a 30% de reste à charge. 70% des charges fixes. Ouais. Sur présentation de ton bilan de l'année précédente. Voilà. Et donc ça c'est très très bien, sauf qu'ils n'arrivent pas à le sortir dans les décrets parce que il y a des arbitrages à faire sur tel ou tel point. Et du coup, ce manque de lisibilité, qu'est-ce que ça génère chez les entrepreneurs du voyage ? Le truc qu'ils ne veulent pas, ils licencient. Parce que les gars sont dans le stress en permanence. Mais oui. Mais bien sûr, on sait bien ce que c'est quand on a une entreprise. Et donc, si tu veux, moi, ce que je n'arrête pas de leur dire, ce que vous faites, c'est vachement bien, franchement. Et puis Lemoyne nous défend à fond, Bruno Le Maire nous a toujours aidés. Sauf que la machinerie administrative, elle est trop longue. Et le président Macron est le premier à le dire. Je veux de la lisibilité pour les entreprises. Alors, nous, on ne peut pas la demander pour l'activité. On ne peut pas leur demander de nous dire à quelle date ils vont nous réouvrir les frontières. Ça, c'est pas possible. Ou alors, on est un poujadiste, lobbyiste, irresponsable. On ne peut pas leur demander ça. Par contre, moi, je leur demande de la lisibilité sur les aides, quitte à les conditionner à une baisse d'activité très, très forte. Au moins, ça serait clair.
Mais la machine administrative est très complexe. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est la machine administrative où c'est, tu sais, ce fameux truc des entreprises zombies, c'est-à-dire que, et je le comprends aussi, t'as peur, t'as des tas de secteurs finalement, enfin je pense aux restaurateurs, il y a des gars qui travaillent plus depuis 1 an. Bon, à un moment, il va falloir repartir le plus vite possible. C'est pas faux. Donc il y a cette idée, je ne sais pas si c'est intellectualisé, mais cette idée de mettre en tension la machine en permanence. Mais Stéphane, il y a une solution à ça. Tu dis, et pareil pour les PGE d'ailleurs, c'est la même chose. Tu dis, je mets des conditions aux aides. 1, baisse d'activité très 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 forte. 2, les entreprises qui perdaient de l'argent avant le Covid et qui avaient des fonds propres négatifs, donc qui étaient ce que tu appelles les entreprises zombies, je ne les aide pas. Pas de problème. Pas de problème. Ou alors je les aide sur mesure parce que je fais une analyse précise, particulière, etc. Mais c'est normal, c'est l'État, c'est compliqué parce qu'il y a le cabinet du ministre en charge, il y a l'administration du ministre en charge, ensuite il y a d'autres administrations et d'autres ministres, donc il y a des arbitrages interministériels, ça remonte à Matignon, l'Élysée donne son avis, et tout ça, ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Je vais te raconter un exemple caricatural. Vas-y. Caricatural. Ils nous disent, ils acceptent de nous aider sur ce qu'on appelle le reste à charge sur les congés payés. Parce que quand on est à 100% de chômage partiel, en fait, on a 15% de coûts. Congés payés et jours fériés. Les restaurateurs obtiennent ça, magnifique, et ils nous proposent de rentrer dans le système, nous, les agents de voyage, pour à peu près la moitié du coût. Très bien, parfait. Ils nous pondent le décret le 31 décembre. On devait les consommer en janvier. Hein. Bon. Et ils nous mettent un rabot de 30%. Je ne dis pas que le rabot est injustifié. Pourquoi ils mettent un rabot de 30%? Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il est injustifié, je dis qu'on doit être prévenu. Mais ouais. Je dis qu'on doit, on se met d'accord sur des conditions. On discute des semaines et des semaines et des semaines. Et tout d'un coup, et moi je suis sûr que les ministres n'y sont pour rien. Hein. Non. C'est un haut fonctionnaire de Bercy qui a au dernier moment. Et ça c'est insupportable pour les entrepreneurs. Mais mets-toi à la place du gars là. Il est en train de signer des chèques en blanc. Il le sait. Et tous les jours, il signe des chèques en blanc. Stéphane, et il a un espèce de montant qui gonfle. Et tous les jours, il se dit... Il n'a pas été élu, ce monsieur. Ah, mais d'accord. Il n'a pas le pouvoir politique. Après, c'est est-ce qu'on aide les entreprises? Est-ce qu'on aide les secteurs? Est-ce qu'on fabrique de la dette à 220% du PIB, à 150% du PIB? Qu'est-ce qu'on va faire de cette dette? Ce débat, il est légitime. Je ne dis pas le contraire. Mais à partir du moment où tu dis à des entrepreneurs... Voilà ce que je vous donne, voilà le cadre, et voilà comment ça va marcher. Ouais, mais enfin, normalement, alors là-dessus, et puis surtout avec Bruno Le Maire quand même, tu as un ministre qui a suffisamment d'autorité sur ton administration. Normalement, s'il l'a décidé, c'est peut-être un peu trop gentil avec lui, tu vois, parce que je pense que s'il l'a décidé, il est en capacité d'obtenir ce qu'il veut. Oui, mais là, Bruno Le Maire. Comme c'est des congés payés, c'est le cabinet d'Elisabeth Borne, et je suis pas sûr que... Elle sait faire aussi, Elisabeth Borne. Hein. Bah oui, mais en tout cas... Oui, mais... Pour le coup, c'est une vraie technicienne et praticienne de l'administration. On est d'accord, Stéphane, mais quand le décret il est sorti, c'est trop tard. Tu peux plus rien faire. Ouais. Parce que c'est dans le décret qu'il y avait ce rabot de 30%. Mais oui. Et on aurait été prévenu 2 heures avant, on aurait une petite chance. Mais non. Et les restaurateurs, nous, on a tous été dans le même bateau. Et c'est ça que si tu veux, c'est ça que je ne comprends pas. Soit tu aides, par exemple, plutôt que de faire ça, ou de mettre des minimums ou des maximums sur les 30%, 70% de charges fixes. Très bien qu'ils mettent 60%. Qui mettent 50%. Visibilité, quoi. Mais voilà. Donne-nous un cap, quoi. Voilà. Je comprends. Comment tu... parce que quand même, l'arrêt du 4e terminal, là, à Roissy. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que, d'abord, les 3 terminaux de Roissy ont des capacités très importantes. On peut vraiment monter en puissance. Et surtout, à Orly, on a des capacités, ça personne ne le dit, parce que c'est politiquement incorrect, parce qu'on a fermé l'aéroport à minuit, parce que ceci, parce que ça. Mais oui, parce qu'en fait, tu survoles du monde quand même. Oui, sauf que les avions font plus de bruit, que les avions ont beaucoup évolué. Non, les dernières générations n'en font plus. Non. Tu verras. Écoute-moi bien. Orly, moi je te T'entends les oiseaux. Non. Moi je te dis qu'à Orly, les capacités des slots vont être augmentées. Je le sens, je le sais, c'est mon feeling. D'accord. Donc, voilà. Puis par ailleurs, le train va exploser à Inter-Europe, là. Oui, mais le 4e de Roissy, c'est pas le train. Le 4e de Roissy, c'est non, la mais Chine. oui, mais le 4e de Roissy, tout ça, ça se raisonne global. Parce que les vols inter-européens, ils sont à Orly.
Et donc, si tu libères de l'Orly, etc., tout ça, c'est global. Je ne suis pas très inquiet. Tu prends ce matin, là, Augustin de Romanet, aéroport de Paris, il a donné une date encore plus lointaine sur le retour du trafic aérien à ce qu'il était en 2019. C'est-à-dire, il dit maintenant peut-être 2027-2029. Truc de dingue. Mais j'aime beaucoup Augustin, mais je pense qu'il n'en sait rien. Moi, je pense que sur le tourisme, ça va aller beaucoup plus vite. Peut-être un peu moins sur le trafic à faire, parce que sur le trafic à faire, l'utilisation des outils de travail à distance va rester pour partie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte d'activité qui va rester à long terme. Mais sur le tourisme, j'y crois. Non, mais, oui, 25%. 25% ou même 30%. Mais c'est en gros moitié-moitié, Stéphane, entre, on va dire, ce qui est déplacement professionnel et déplacement personnel, tourisme. Donc ça veut dire que c'est 12% au total, 15% au total. Donc ça veut dire que moi, je vais te dire, je pense qu'en 2023, on aura retrouvé l'activité de 2019. Si on est dans l'idée qu'on sort en septembre, quoi. Si on sort cet été. Évidemment, ça décale de temps derrière. Voilà, mais si on est dans l'idée qu'en septembre, ça y est, on a tourné la page. Voilà, moi c'est ce que je crois. À moins qu'on ait une crise économique majeure à cause des volumétries de dette et qu'on ne soit pas capable de les résoudre. Mais je pense qu'on va les résoudre. Je ne suis pas très inquiet de ça, moi. T'as raison. Enfin, on ne le résoudra pas, mais on reportera le problème, tu sais. Oui, on va l'annuler sans l'annuler. Bon, si tu veux qu'on parle de ça, on peut en parler, mais alors à ce moment-là, c'est trop c'est ma marotte, donc si tu veux, on est voilà. Non. Est-ce que quand même, parce que tu dis, et on a commencé par là, tu dis, moi j'ai tout bon, on avait déjà coché toutes les cases du monde d'après. Enfin, toutes. Oui, mais t'as pas des concurrents qui tout à coup vont se réveiller, là, ils vont dire, ouais, en fait, c'est Voyageurs du Monde qui avaient raison, on va faire tout pareil, et tout à coup venir te bousculer, venir... D'abord, je le souhaite, parce que ça ferait du bien au voyage et à la planète. Et aujourd'hui, nos concurrents, ils n'ont pas tellement les moyens de faire ça. Nos concurrents, ils sont en situation catastrophique, ils n'ont pas les réserves qu'on avait, ils sont en situation de risque de survie. Les plus grands voyagistes au monde qui sont allemands, il y en a déjà un qui a sauté, je pense que le deuxième, il n'en est pas très loin. C'est TUI, celui qui a sauté ? Non, c'est Thomas Cook qui a sauté. Thomas Cook qui a sauté et TUI qui est... TUI, on en est au volume d'aide, on a un volume d'aide du gouvernement fédéral allemand qui dépasse celui que la France fait auprès d'Air France. La vache ! Ah oui. On en est à 7, 8, 10 milliards. Donc, si tu veux... Ben oui, parce que c'est un modèle qui a tout intégré. Avion, hôtel, réceptif, agence de voyage. Dis-donc, à un moment, tu vas pas aller à Bruxelles en disant, dites donc, là, parce que ça fait beau. Non, c'est pas... Non, c'est pas mon truc, parce que je pense qu'on est très peu concurrents. Et que surtout, leur modèle est inadapté au voyage de demain. C'est un modèle du tourisme de masse. Où il faut avoir conscience que TUI envoie plus d'Allemands en Espagne qu'il y a de Français qui voyagent dans le monde entier. Mais ça veut dire que sur 25 ans, là, dans ton modèle de voyage, tu as construit, tu as l'impression, toi, des barrières à l'entrée considérables dans les relations que tu as pu nouer localement, etc. Oui, voilà, c'est très fort. Très fort dans le système de distribution. On est 100% distribution directe. Dans la valeur ajoutée en termes de niveau de service qui va très loin. C'est-à-dire qu'on nous présente comme un voyagiste haut de gamme, mais en fait, on est un voyagiste très haut de gamme en service. Les prestations, ça peut être du low cost comme de la première classe. Mais dans le service, c'est du soft, c'est compliqué. Il faut des années de savoir-faire humain pour pouvoir construire ça. Plus de la distribution directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 150 000 clients dans le monde. 100% sont nos clients directs. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par le moindre distributeur. Donc on a un profiling hyper pointu. Tu voyages avec nous, on sait exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Et chaque voyage est un voyage particulier, y compris sur un même itinéraire dans les mêmes hôtels. Tu vas faire le même voyage que moi, mais en fait, tu vas pas du tout faire le même voyage parce que dans ton contenu de voyage, je vais mettre des choses qui correspondent à ce que tu es. Voilà. Donc, tu vas gagner des parts de marché quand ça va repartir. Et puis, c'est ta conviction, en fait. Voilà, c'est ce que je crois. Et puis, par ailleurs, on est très engagé sur les aspects sociaux, écologiques, environnementaux. On plante 3 millions d'arbres par an. On a des programmes qui sont incontestables d'absorption de carbone, que même les écologistes les plus ayatollahesques disent qu'ils sont valables. Parce que l'avion, le problème, il est très simple. C'est que soit tu fais comme les écologistes ayatollahesques, que tu le supprimes, soit tu absorbes le carbone que tu émets le temps de ta transition, parce qu'on ne peut pas faire sa transition dans les 15 ans qui viennent. Sauf que tout le monde veut compenser en ce moment. Ça s'appelle la compensation, tout le monde veut compenser. Oui, mais Stéphane, veut compenser. Mais tu peux compenser. Là où ça ne va pas, moi je suis... Alors, tu ne peux pas compenser des activités qui sont transformables. Ça, c'est absurde. Parce que là, c'est... Oui, je comprends. Voilà. Par contre, des activités qui doivent se transformer, mais qui ne peuvent pas se transformer à court terme, comme l'avion, elles ont le droit de compenser. Je comprends. Mais à condition que la compensation soit additionnelle, c'est-à-dire que tu garantisses que ce que tu fais... Quand moi je vois des entreprises qui compensent en finançant des centrales éoliennes,
en Inde, c'est absurde, puisque ces centrales éoliennes doivent être faites dans le cadre de la transition énergétique d'ici 2050. Donc en fait... Oui, mais ça t'apporte les capitaux pour les faire. Oui, c'est pas absurde du tout, oui, mais Jean-François. ça accélère un peu le truc. Mais c'est pas parfait. Moi, je fais un truc qui est... Power Purchase Agreement. Moi, je fais PPA, quelque c'est très chose qui est intéressant. 100% additionnel. Voilà. Et donc, je suis ayatollahesque dans l'ayatollah. Voilà. Et puis, par ailleurs, bien sûr, on espère qu'on aura un avion électrique ou un avion à hydrogène, mais pour les courts courriers, hein, en long courrier, ça marche pas. Ça marche pas. Et puis, la solution pour le long courrier, c'est probablement les carburants verts de seconde génération, à ceux qui n'utilisent pas du Oui, tout mais les ça, terres c'est agricoles. dans 10 ans, ça. Oui, dans 15 ans. Voilà, Voilà. comme tu dis, il y a une grosse transition. Voilà. J'ai une dernière question. L'ensemble de tes salariés, l'ensemble Oui. la vie au C'est chômage. très difficile. Ça, Comment c'est le vrai sujet. Ça, c'est le vrai sujet. Pour Alors, nous. vas-y, C'est le vrai raconte-moi sujet. ça. Alors, nous, d'abord, il y en a quand même un certain nombre qui travaillent, on va dire 20-25% à peu près, qui travaillent à tour de rôle, etc. Puis il y a tous ceux qui ne travaillent pas, ou très, très peu. Eh bien, on leur parle. On leur parle. D'abord, moi, je leur fais moi-même, personnellement, tous les mois, tous nos salariés, je fais un petit Zoom ou un Teams, etc., où je leur dis tout. Situation financière, négociation gouvernementale, comment je vois l'épidémie, comment je vois, etc. Je leur dis tout, et puis après, ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent sans que j'ai été informé avant. Donc, transparence totale, une fois par mois, comme ça. Donc, on a gardé un lien très fort. Et puis, par ailleurs, mes directeurs, mes managers leur parlent par petits groupes, etc. Donc, on a bien réussi à animer l'entreprise, malgré le fait qu'on travaille à distance à 100%, nous, depuis 15 mars. On n'a pas remis les pieds au bureau. Hein. Mais il y en a pas mal. Et tu ne crois pas que tu vas perdre des talents? Bien sûr que je vais en perdre. Mais je vais pas en perdre beaucoup, parce que, à moins que ça dure trop longtemps. C'est-à-dire que si ça dure encore 2 ans, bon. Ah non. Mais si ça dure, ce que je crois, Encore 3-4 mois, quoi. jusqu'à cet été, Ouais. parce qu'après, moi, je pense que les vaccins et la gestion des variants par les vaccins va prendre le dessus. Plus le fait que les personnes à risque seront toutes vaccinées, donc on aura moins de morts, donc on aura moins peur. Bon, moi, je pense qu'on va redémarrer à peu près cet été et à partir du mois de septembre, quoi. Ben, on se reparlera d'ici là. Ben oui, bien sûr. Jean-François Rial, le Merci, patron de Stéphane. Voyageurs du Monde, était notre invité sur Bismart. On démarre donc avec Henri Seydoux. Bonjour Henri. Bonjour. Ravi de te recevoir. Le patron de Parrot, mais Henri, tu racontes. Alors, je vais rentrer tout de suite dans sur quoi j'ai envie de t'entendre. Effectivement, ça s'appelle Au cœur des promesses de la tech. Mais en fait, ça, c'est l'histoire que tu racontes depuis 10 ans. Depuis 10 ans, tu racontes une histoire très enthousiaste, très intéressante sur la tech, et on va parler de cette histoire. Il se trouve que Parrot, et ça aussi, tu es le premier à me raconter que, les gars, si vous investissez dans la tech, il faut accepter les montagnes russes. Voilà, point à la ligne. Ce sera toujours comme ça ne peut pas être autrement. Et sauf que là, tu sors de ces montagnes russes par le haut, avec une histoire qui est une histoire différente de celle que tu racontes. Tout à coup, tes drones, alors Parrot, c'est des drones, hein. Tout à coup, tes drones, ils deviennent un objet stratégique, en fait. Tout à coup, tes drones... Continue, pose la question, je te dirai ce que j'en pense. Vas-y. Ben, c'est ça la question, c'est est-ce que finalement, toi qui racontais une histoire d'une tech pleine de promesses mondiales, Ok. t'as compris le truc. Alors déjà, très intéressant, la promesse de la tech. La tech, c'est la modernité, c'est une promesse. Et il faut bien voir que les entreprises de technologie, elles sont très différentes des entreprises industrielles. Ce sont des entreprises en fonds propres. C'est-à-dire qu'on finance la promesse. Ouais. Moi, quand j'ai créé ma boîte, j'ai fait le parcours habituel, c'est-à-dire que j'ai été voir un investisseur en capital risque et j'ai dit, monsieur, je vais faire des produits grand public avec de la reconnaissance vocale. Et il m'a regardé et il s'est dit, de quoi on parle là? Il y a combien de temps ça, Henri? 25 ans. Des produits grand public avec de la reconnaissance vocale. Et il m'a Ça regardé. s'appelle Alexa, hein, par exemple. Et aujourd'hui, ça existe, si tu veux. Et coup de bol, si tu veux, c'est parce que la vie, c'est des circonstances. Bill Gates, à l'époque, c'était l'équivalent d'Elon Musk aujourd'hui, si tu veux, avait dit dans une interview que le futur de Microsoft, ça serait le grand public. Alors que Microsoft, c'était une boîte qui faisait des logiciels d'entreprise, Word et Excel. Et ils se sont mis, tu sais, à faire des consoles de jeux et tout ça. Et donc, mon investisseur en capital risque s'est dit, tiens, pourquoi pas? Tu vois? Et puis après,
dans les semaines qui ont suivi, il y avait eu un article dans, je crois, le Financial Times en disant il y a un grand avenir dans le speech recognition. Donc, si tu veux, mon investisseur en capital risque, il s'agissait du fonds Sofinova, à l'époque le fonds vedette en Europe, et ils se sont dit bah oui, moi je vais bien tenter la promesse de la tech que me propose, à cette époque-là, j'étais un jeune homme. Oui, t'es un jeune homme, mais est-ce que je peux me permettre juste T'es un jeune homme qui s'appelle Sédou quand même. Ah. Ça aide l'investisseur. Non, mais... Pas du tout. C'est-à-dire que ça m'aide moi. Il faut voir les choses, si tu veux. Vas-y. Il faut voir les choses, tu vois. Moi, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. C'est-à-dire une famille très ancienne d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs dans ma famille en Alsace au tout début du 19e siècle. Et des types qui font des fortunes énormes en fabriquant des machines-outils, des métiers à tisser, et puis après dans l'industrie du pétrole. Enfin, des types vraiment... Donc oui, moi, si tu veux, entreprendre, c'est-à-dire savoir risquer, savoir vivre et générer une promesse, oui, je trouve ça normal. L'investisseur en capital risque, il aurait tort de penser qu'un gosse de riche fait un bon entrepreneur, si tu veux. Il aurait tort. Et je ne pense pas que... Tu sais, Henri, il y a 15 ans que je leur parle aux entrepreneurs. Moi, je crois qu'il y a une dimension génétique, artistique. Parce que dans ta famille, il se trouve que c'était il y a combien de temps ? Il y a 4-5 ans ? Le petit dernier, je ne sais pas où il est dans la famille, elle est compliquée, ça ne m'intéresse pas, mais qui montait un concept de restauration radicalement nouveau, etc., que j'avais reçu, d'un enthousiasme dingue. Le type me bluffe complètement, et tout à coup, il y a un petit message qui arrive, que là, ah mais oui, mais... Et c'était la lignée, c'est-à-dire oui, mais parce que il y a quelque chose comme ça qui m'intéresse. Il y a un truc culturel, si tu veux. Il y a un truc culturel. Il y a dans entrepreneur, il y a un truc culturel. Donc, moi, c'est une chance, si tu veux. Moi, j'ai ce truc culturel. Mais bon, ça nous éloigne de notre sujet. Ça nous éloigne de notre sujet. Notre sujet, c'est la promesse de la tech. La tech, c'est une promesse. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on va faire des nouveaux business, qu'il y a des choses nouvelles à faire, des choses nouvelles pour le grand public, mais il y a des choses nouvelles à faire dans l'écologie, dans la médecine, il y a des choses nouvelles. Que les choses nouvelles, elles sont faites très souvent par des gens nouveaux, par des nouvelles entreprises, et que ça se finance. Ça se finance et je veux dire, là, l'Amérique est un exemple. Je veux dire, c'est eux qui ont créé ce capital risque à une échelle extraordinaire. Et après, le relais du capital risque, c'est la bourse. C'est-à-dire qu'il faut que cette promesse, elle soit partagée, qu'elle soit financée. Des promesses gigantesques. Il faut bien voir que Elon Musk, quand il décide de faire des fusées qui atterrissent, tout le monde, toute l'industrie de l'aéronautique spatiale considère que ça sert à rien. Que non seulement que ça sert à rien, mais qu'il n'y arrivera jamais. Et comme il est, je veux dire, original, c'est-à-dire qu'il pense par lui-même, eh ben, il peut y arriver. Au prix d'un effort et d'un travail surhumain. Je veux dire, c'est des types, je ne sais pas comment ils font, mais ils bossent toute la journée. Moi-même, qui n'ai pas la même capacité de travail, je travaille quasiment tous les jours de la semaine. Je veux dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il n'y a pas d'autre... C'est pas malheureux, c'est ta passion. Ouais, mais... Bon, le travail, ça t'assomme un peu. À un moment, tu vois, voilà. Donc, la tech, c'est une promesse. Et il faut une promesse pour faire des choses nouvelles. Tu as une phrase géniale. Non. Tu dis, il faut faire quelque chose qui n'existe pas, mais comme ça coûte très cher, il faut le faire pour un très grand nombre de personnes. C'est ça, en fait, Exactement. La tech, ça doit viser des marchés qui sont importants. La tech n'est pas une industrie de niche. La tech est une industrie du principal. Par exemple, quand Amazon fait de la distribution, il fait une fortune énorme dans les livres. Moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, je suis un rat de bibliothèque, je veux dire. Mais pas du tout. Le type, il s'arrête pas. Et puis après, il fait les livres. Et puis après, il dit non, mais moi, je distribue à peu près tous les produits qui se vendent. Et puis même, je vais distribuer la nourriture. Il a raison. Il a raison. Et le monde a changé incroyablement, dramatiquement avec l'épidémie. Grâce à Amazon, le commerce tient.
Je veux dire, tous les biens d'équipement, moi je vends des drones beaucoup grâce à Amazon, si tu veux. Je veux dire, c'est une ouverture quand même fantastique grâce à la technologie. Puisqu'on est juste là-dessus, comment est-ce que tu vois les questions? Parce que quand elle réussit, la tech, elle devient très très vite en position de monopole. Oui, comment the winner take it all. Ouais. Alors ça, c'est une question, si tu veux, parce que c'est quoi le sous-jacent de la tech? Le sous-jacent de la tech, c'est le software. Moi, je suis un développeur de soft, et nous, les développeurs de soft, on est très prétentieux. Tout le reste, c'est du gnangnan. Ce qui compte, c'est le soft. Donc, Amazon, c'est surtout du soft. D'ailleurs, un des succès d'Amazon, tu sais que c'est les plus grands centres serveurs du monde. Bien et qu'ils commercialisent ce savoir-faire. Amazon Web Services, voilà. Et donc, c'est une boîte de soft. Donc, le soft, c'est monopolistique. Le soft, c'est du langage. Du langage, des formes de langage. C'est-à-dire, ce n'est pas de la parole, ce n'est pas du discours, mais c'est du langage. Ça s'écrit. On écrit if, then, else, if, non, on a compris, c'est un langage. Ça s'écrit. Le langage, c'est comme l'anglais, si tu veux. Il n'y a la place que pour une seule langue partagée entre tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est partagée entre tout le monde. Donc, si elle est partagée entre tout le monde, il n'y en a qu'une. Une suffit, si tu veux. À partir du moment où elle est efficace. Exactement. Donc, le software, comme c'est du langage, c'est monopolistique. Il y a le logiciel Word pour écrire des textes. Bon. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36 000. Tout le monde utilise Word, qu'on écrive des livres ou qu'on fasse des documentations techniques, si tu veux. Donc, le software est monopolistique par construction. Et il faut l'accepter. Mais il faut l'accepter. D'abord, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est la nature, c'est sa nature. Attends. Mais ce que je veux dire, là où, disons, la pilule n'est pas aussi amère, c'est là où le monopole n'est pas aussi amer, c'est qu'il y a un nombre énorme de monopoles différents. Il y a un nombre énorme de trucs à faire avec du software. Le software permet de revisiter quasiment toutes les industries. Donc, si tu veux, c'est pas que le software, il n'y a pas une personne qui domine le software. D'ailleurs, le software, qui est un truc, qui est la grande révolution technologique que nous vivons, le software est quelque chose qui fonctionne bien avec des méthodes qui ressemblent à la démocratie. Je ne suis pas en train de dire que c'est la démocratie, mais le software est la première industrie où l'open source, où le fait de partager la connaissance est au cœur du dispositif. Et il ne pourrait pas y avoir cette évolution extraordinaire du software aujourd'hui si une grande partie de la connaissance d'un calibre le plus élevé. On n'est pas en train de parler d'une connaissance, si tu veux, déjà connue. On parle d'une connaissance vraiment nouvelle, algorithmique. Par exemple, il n'y aurait pas ce succès extraordinaire dans l'intelligence artificielle si la plupart des logiciels d'intelligence artificielle n'étaient pas open source et que tout développeur, toute entreprise peut les télécharger et qu'ils ont été faits souvent par Google ou par des universités et que les cours, l'information, les ingénieurs aujourd'hui, ils n'ont plus besoin pour se former d'aller à Stanford. Je veux dire, tous les cours de Stanford sont en ligne, faits par des professeurs admirables où toute personne que ça intéresse peut les comprendre. Donc le software est un fonctionnement, comme c'est du langage, comme c'est de la connaissance, comme c'est immatériel, eh bien, ça s'appuie sur une certaine forme de démocratie. Et ça, quand même, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire, si je traduis ça dans mes termes journalistiques, qu'en fait, un jour, Google sera dépassé? C'est-à-dire que... Mais Google est déjà dépassé. Voilà, c'est pour ça que la potion n'est pas aussi amère, si tu veux. C'est-à-dire que Google n'est pas dépassé par Google. Google est le meilleur moteur de recherche et je ne vois pas aujourd'hui, je ne connais pas exactement tous les détails de ce domaine, mais quelqu'un qui pourrait le concurrencer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux domaines se créent à la vitesse avec laquelle s'est créé Google. Donc, si tu veux, depuis Google, il y a eu, on peut dire Amazon, et puis il va y en avoir d'autres. Et c'est ça. Et donc, on ne démembre pas, on ne casse pas, on ne sépare pas, Tu vois, tous ces débats qui sont intéressants quand même. Non, mais je veux dire, on ne peut pas évacuer les questions politiques. Mais moi, je les connais mal et je me méfie aussi des questions politiques. Elles ont aussi beaucoup, si tu veux, d'arrière-pensées. Ouais. Donc, est-ce que ces arrière-pensées sont positives ?
je n'en sais rien. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas évacuer les Non, mais questions positives. attends, Henri, c'est juste ça, parce que ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, ce que tu penses au fond de toi, ça m'intéresse beaucoup. Je réfléchis en t'écoutant, c'est fait pour ça. C'est qu'en fait, ceux qui veulent casser Google sont sans doute moins démocrates que ceux qui ont fait Google. Je prends Google, si tu veux, les choses, les entreprises ont un destin. Le destin, il est difficile à prévoir, sinon ce ne serait pas... Donc, je ne sais pas à quel point, si tu veux, une entreprise comme Facebook a des retombées, disons, antidémocratiques. Le poids de Facebook dans les élections américaines, il y a 5 ans, est quelque chose qui est bien documenté et qui mérite... qu'on s'y arrête. Je veux dire, on peut pas dire que c'est pas du tout anodin. Donc, mais la nature, disons, de l'activité de Facebook, c'est pas la même que la nature de l'activité de Google. Donc, on peut pas non plus généraliser trop facilement. Attends, il y avait encore un truc. Ah oui, donc, tu dis faire quelque chose qui n'existe pas et le faire pour beaucoup de monde parce que ça coûte très cher. Et l'autre élément que tu penses sincèrement sur cette promesse de la tech, c'est que le robot est au centre de tout. Qu'aujourd'hui, c'est l'évolution. Non, je ne pense pas le centre de tout. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas un méga simplificateur. Mon job ne consiste pas à tout simplifier. Donc, disons... Tu sais, Henri, si j'ai noté cette phrase, c'est que tu l'as prononcée, à mon avis. Non, pas pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit la révolution de la robotique. Le centre de tout, c'est, si tu veux, tout est synonyme de rien. Donc, je ne crois pas... Attends. Donc, on a eu des grosses évolutions dans la tech ces 30 dernières années ou 40 dernières années. La première grosse révolution, ça a été le computing. Le computing, le fait qu'on puisse calculer et offrir du calcul pour toutes sortes de fonctions, c'est Microsoft et Intel, c'est le personal computer. Et puis après, on a eu les réseaux, l'Internet, le fait que on peut non seulement calculer, mais on peut se connecter à des bases de données énormes, on peut partager une connaissance extraordinaire, c'est Google. Et puis maintenant, on rentre dans une ère où le computing et les réseaux permettent de déléguer de l'intelligence, l'intelligence c'est un mauvais mot, mais permettent de déléguer des algorithmes extrêmement puissants à l'échelle des objets, des choses. C'est la robotique. On rentre dans la robotique. La robotique, ce qu'il y a de plus connu, c'est la voiture qui se conduit toute seule. Mais la robotique, elle va permettre de faire énormément de choses. Et moi, je fais les drones. Les drones, c'est des robots volants. Si tu veux, si tu prends la robotique comme la biologie, si tu fais le Darwin de la robotique, eh bien, les drones, ça a le même rôle que les oiseaux en biologie. Ça occupe tout un espace qui est celui de l'extérieur, du vol. Je ne sais pas quel est le rôle des oiseaux en biologie. Enfin, en tout cas, la niche écologique, en tout cas. Si tu veux, il y a cette niche écologique. À quoi servent les drones ? Les drones vont servir, et servent déjà, à acquérir des données pour tout ce qui est les infrastructures, l'agriculture. On n'a pas aujourd'hui d'autres moyens que de faire des photos aériennes et puis de l'intelligence artificielle sur ces photos aériennes. Voilà à quoi servent les drones. Les drones vont permettre, par exemple, aux gestionnaires d'infrastructures, les entreprises qui ont des milliers de kilomètres de lignes à haute tension ou de chemin de fer, de savoir exactement dans quel état elles sont, sans être obligés de les faire survoler par des hélicoptères. Mais la promesse du drone, c'est aussi de réguler très finement la connaissance qu'on a des ressources agricoles. Et donc, la promesse est énorme. Je veux dire, la promesse est énorme. L'intérêt, la valeur est énorme. Il faut bien voir qu'un drone, ça ne coûte rien. Un drone, c'est fonctionnellement, c'est un iPhone avec
une pile et un moteur électrique. Je veux dire, ce qui est le moteur du drone, c'est son software. Ouais. Et donc, Toujours, on peut aller très loin. Oui, mais alors, c'est là que... parce que, par exemple, cette histoire du drone agricole, etc., il y a un moment que tu m'en parles, Henri. Le drone agricole, c'est très intéressant. Et je vais revenir sur ton thème, si tu veux, la promesse de la tech. La promesse, elle est toujours vraie. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est-à-dire qu'une chose que l'on imagine sérieusement, sans... Je ne te parle pas d'un imaginaire délirant, on parle d'un imaginaire technique, ça arrive toujours. Ça met peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 40 ans, mais ça arrive toujours. Donc, la promesse que le drone va permettre d'utiliser moins d'engrais et de connaître beaucoup plus précisément comment marche l'agriculture, c'est vrai. On peut rien dire contre ça. La question maintenant, c'est quel est l'effort qu'il faut faire? Et moi, je te dis, comme je te disais tout à l'heure, mais c'est un effort démesuré. Le problème du drone dans l'agriculture, c'est que la science agricole, je parle des universités, elle n'est pas encore passée au pli de la high-tech. On a besoin de centaines, voire de milliers de PhD, de doctorants qui s'intéressent au traitement d'images pour le stress hydrique du blé, au traitement d'image du stress hydrique de la tomate dans les pays du sud de la Méditerranée. Et tout ça, ça va venir, puisque c'est bienvenu pour des dizaines d'autres sujets, si tu veux. C'est la science agricole qui doit se perfectionner, et elle est en train de le faire. Donc, Oui, enfin, pour ça, ça nous ramène au début de la discussion. Pour ça, il faut le financer. Et c'est tout le sujet, c'est un sujet considérable, mais c'est tout le sujet, comment est-ce que je vais appeler ça? De la financiarisation de l'agriculture. De l'idée, effectivement, qu'à partir du moment où tu commences à créer des produits financiers, tu te retrouves comme avec la tech sur une ligne de crête. D'un côté, c'est très dangereux, mais d'un autre côté, tu attires des capitaux incroyables et tu peux aussi en faire quelque chose de bien. Voilà, c'est pas du tout mon sujet. Non, mais mon sujet, si tu veux, si tu veux qu'il y ait ces masses de PhD, de doctorants qui aillent s'intéresser au blé et à la tomate, il faut qu'à un moment, il y ait de la rentabilité. Oui, mais les choses se passent à l'envers. C'est justement pas du tout comme ça que ça marche. Tu l'as dit dans ton titre, mais tu n'y crois pas toi-même, en fait. De quoi? Des promesses de la tech? Oui. Si, non, mais là où je veux t'amener... Non, attends. La promesse de la tech, elle n'est pas financière. C'est bien ça. Si elle était financière... Oui, mais il faut la financer. Elle n'est pas financière, mais il faut la financer. Tu m'as dit, tu as commencé avec ça, Henri. Attends. Non, mais elle n'est pas financière. Pourquoi elle n'est pas financière? Si elle était financière, si tu veux, elle serait... on irait voir des banques pour monter des boîtes. La promesse de la tech, c'est un imaginaire, c'est une nouveauté. Il suffit de convaincre une personne. Quand moi je vais voir un investisseur en capital risque, quand j'avais 28 ans, que j'ai été voir un investisseur en capital risque, je n'ai convaincu qu'une personne. Et cette personne, à cette époque-là, m'a dit, oui, votre truc c'est pas mal, je vais investir 5 millions de francs. 2 millions et demi maintenant, et puis si votre prototype marche, je réinvestirai 2 millions et demi. Je n'ai eu besoin de convaincre qu'une seule personne qui travaillait dans un fonds d'investissement, si tu veux. Donc, le problème, ce n'est pas, si tu veux, il faut qu'on finance plein de trucs, Le problème, et c'est le cas aujourd'hui, il y a des investisseurs en capital risque dans tous les pays. C'est croire, si tu veux, en des personnes, en des inventions, en des nouveaux marchés. Ce n'est pas les rentabiliser dès le début. C'est déjà y croire. Une fois que tu y as cru, c'est bon. Je comprends. Si ça marche. Et puis, il y a beaucoup de déchets. Mais ton gars, il a quand même un espoir de rentabilité à terme. Bien sûr qu'il a un espoir de rentabilité, mais il n'a pas de ROI, comme l'aurait, si tu veux, un investisseur dans un fonds. Il a, si tu veux, justement, il travaille plutôt... Et c'est encore vrai, ça, Henri? Oui, c'était vrai il y a 25 ans, c'est encore de plus en plus vrai. Il travaille comme un producteur de cinéma ou un éditeur. Ouais. Un éditeur, quand il voit un nouvel auteur... Un coup de cœur. Une connaissance de la littérature, un amour de la littérature. Et c'est ça qui compte dans la tête. Comment est-ce que tu vois... Parce que quand même, mais bien sûr que j'y crois. Le problème, tu le vois, tu entends ces débats autour de la 5G, autour des vaccins. C'est-à-dire, la tech et le progrès d'une manière générale, à un moment, c'est stop, j'en veux plus, on en a trop. Non, mais ça, je crois que là, c'est pas un vrai débat.
veux dire, c'est une question sociétale qui existe depuis toujours. Je pense que ça s'est déjà passé quand la question a été de passer des bateaux à voile aux bateaux à vapeur, ou quand l'utilisation des engrais, ça se passe chaque fois et c'est normal. Je veux dire, c'est normal que la société s'interroge sur son destin. Mais la techno, c'est pas ça. Moi, je m'interroge pas sur... La 5G, c'est la tech. Quand tu as des gars, et moi ça m'intéresse, qui disent est-ce qu'on en a vraiment besoin d'aller encore plus vite et toujours plus vite? Bon, tu balayes ça d'un revers de main, tu t'en fous complètement. Bien sûr. Ah, dis donc. Mais d'un revers de main. Je veux dire, le besoin, il n'est déjà pas connu. Ouais. C'est quand... Toute l'histoire des télécoms, c'est faire des gros tuyaux qui tout de suite ont été pleins. Tout de suite. C'est vrai. Tout de suite. Et on n'a jamais pu savoir au début à quoi ça allait servir. En tout cas, moi, je pense que les robots, c'est super intéressant, parce que les robots, ça permet d'agir très finement sur l'agriculture, sur les infrastructures. Par exemple, moi, Parrot a investi dans une entreprise qui utilise des drones pour restaurer des biotopes, c'est-à-dire pour planter des arbres. C'est des drones qui volent très précisément, qui plantent des graines d'arbres d'une manière très sophistiquée, avec beaucoup de diversité, et puis après qui revolent tous les 2-3 mois sur le terrain et qui regardent comment ça pousse et qui savent donner des conseils. Je veux dire, ces robots pour reforester, on ne peut pas être contre. Alors, l'autre sujet, ce qui était quand même le début de cette interview il y a je ne sais même plus combien de temps, c'est donc la Parrot a retrouvé Vas-y, pose ta question. Déjà, il en a marre. Ce que je vais lui dire, tu travailles pour les forces de sécurité. C'est tout ce qu'on vient de dire. Alors, là, attends. Alors, Attends, je donne l'info pour ceux qui ne suivent pas. C'est-à-dire, donc, Parrot, montagne russe, etc., tout ce qu'on veut, pla. J'avais quand même vu un chiffre à un moment. Juste un mot là-dessus. 2015-2018, Parrot perd 95% de sa valeur. Faut être sacrément accroché, sacrément convaincu, là, quand même, Henri. D'abord, si tu veux, Parrot, c'est une boîte qui, il y a 5-6 ans, faisait presque 300 millions de chiffre d'affaires et qui en fait 5 fois moins. Donc, aujourd'hui. Ouais. Donc, et ça, c'est la vie. Hein. Je peux pas. Et bon, maintenant. Parrot, c'est quoi? C'est une boîte qui fait de l'innovation. Donc nous, on a une innovation produit. On se dit non, ça n'existe pas. Ça, on saurait le faire. Ça, c'est très difficile à faire. Ça ira, on espère, dans tel et tel marché. Et c'est ça que nous faisons. On a fait de l'innovation dans les télécoms. Il y a 25 ans, le business, c'était les télécoms. On a été les principaux inventeurs des téléphones à reconnaissance vocale Bluetooth dans les voitures. On en a vendu 50 millions, on a vendu ça dans le monde entier. Et j'ai vendu la boîte. Et ce dont tu parlais, reconnaissance vocale, c'était aussi des assistants en fait dans les voitures. J'ai commencé avec une idée. Non, au début c'était un produit, si tu veux, individuel. Mais c'est cette techno-là que j'ai transformée en téléphone de voiture. Bon, maintenant... Revendu à Forcia, c'est ça Voilà, revendu à Forcia. Donc, bon, et grâce à ça, on a eu du cash et ça nous permet de tenir dans cette période difficile. Maintenant, nous, on croit à la robotique, on croit à l'usage du traitement d'image, de la reconnaissance d'image et de l'intelligence artificielle pour faire de la robotique aérienne. On pense que c'est génial, qu'il y a énormément de choses à faire. Il se trouve que, si tu veux, la tech aussi, il y a un côté cool. C'est que la tech, en règle générale, et ça, c'est une chose qui n'est pas bien admise en Europe, en règle générale, ça démarre avec des applications grand public, consumer. Ouais. La plus grande révolution du computing, une science ardue, c'est le PC, Personal Computer. Ouais. L'Internet, c'est une invention, si tu veux, qui est grand public. Ouais, enfin, ça démarre
Ça démarre dans les universités. Ça démarre pour faire la guerre quand même. Ça démarre. Non, mais non, ça démarre pas pour faire la guerre. Ça démarre pour connecter les ordinateurs des universités et les grands utilisateurs qui sont l'armée américaine disent essaye de mettre tout ça au clair si tu veux. Mais c'est pas fait pour faire la guerre. C'est fait pour connecter plein d'ordinateurs dans des universités et c'est ça. Et c'est de là que c'est venu, si tu veux. C'est pas, n'y a pas un plan machiavélique. Non, mais il faut le dire. Il y a pas un plan. Mais non, mais attends, parce que ça nous ramène à ton histoire. Il n'y a pas un plan, évidemment. Il y a Exactement. Ça nous ramène à notre. Donc moi, je fais des drones au début grand public. Pourquoi ? Parce que la techno que j'utilise, c'est celle du smartphone. Donc, et puis parce que c'est ce que tu dis. Il faut faire des trucs très chers qui touchent beaucoup de gens parce qu'il faut les financer. Exactement. Mais très souvent. Après, ces inventions grand public, si tu veux, elles deviennent tellement matures, technologiquement parlant, pas encore business-wise, mais technologiquement parlant, elles deviennent tellement matures qu'elles intéressent des utilisateurs professionnels. Il se trouve que les drones grand public qu'on a fait ont intéressé l'US Army et que l'US Army nous a financé le fait de le rendre plus utilisable pour les soldats. Mais ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un robot qui vole et qui leur fait des très bonnes images et qui peut être utilisé par une personne seule. Il n'y a pas besoin de toute une formation pour l'utiliser. Donc, ils nous ont financé ça. Nous, on ne cherche pas à faire des produits militaires. On cherche à faire des produits pour tout le monde et on n'a pas de problème pour les vendre aux militaires si c'est éthique. Si c'est pas, si on fait pas des trucs. Tu veux pas faire des drones qui tuent les gens. Je veux pas faire des drones. Je veux pas faire des drones qui tuent les gens et. Tu veux faire des drones qui protègent les soldats. Exactement. Et donc ça, j'ai aucune raison de pas le faire. Et de toute façon, c'est la même technologie. Et puis la technologie, elle est ni bonne ni méchante. Elle est, c'est des fonctions, si tu veux. Donc, et elle a toujours été et bonne et méchante à la fois. Donc moi, si c'est éthique, j'ai aucun problème pour travailler pour l'US Army ou pour la DGA en France pour leur faire ces produits-là. Donc c'est comme ça, si tu veux, que de fil en aiguille, on s'est intéressé à faire des drones pour les militaires. Et il se trouve que moi, je suis en train de reconfigurer l'entreprise. Je suis en train de passer du drone grand public au drone professionnel. Je ne fais plus que des drones professionnels. Donc, c'est un des métiers. Il y a aussi, par exemple, les pompiers. Ça sera, dans quelques années, il n'y aura pas un événement où une intervention de pompiers où ils n'auront pas un drone. Ouais. Je veux dire, il y a un immeuble qui est en feu, c'est quand même beaucoup plus facile de mettre une caméra dans le ciel et puis de regarder de haut exactement comment ça évolue. Tout à Donc ça sera fait comme ça. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que ça intéresse l'US Army ? Ça intéresse aussi l'US Army parce qu'on est rentré dans un conflit géostratégique absolument passionnant qui se joue sur la tech. Oui, bien sûr. C'est le cœur du truc quand même. Non, c'est pas le cœur du truc. Juste, je le décris pour ceux qui nous écoutent en podcast à la radio, mais à chaque fois, tu prends un air de lassitude en disant « parlons pas de ça ». Mais si, c'est le cœur du truc. Non, j'ai aucun problème à parler de la question. Je le dis d'un mot. De la question, si tu veux, de l'économie chinoise et comment elle se comporte vis-à-vis, disons, d'une économie plus ouverte, plus ouverte, si tu veux. Oui, l'économie chinoise, les entreprises chinoises emploient des méthodes économiques qui sont d'une agressivité et qui sont totalement déloyales. Et ça, il faut le dire, et c'est fait intentionnellement. Et comment est-ce que ça s'incarne ? Donc, alors, je le dis d'un mot pour ceux qui l'ont appelé. Le géant mondial des drones, il s'appelle DJI. Il est venu sur ton marché, sur ton premier marché, qui était un marché grand public de jouets, etc. et tout. Il t'a laminé. Où est-ce que ça commence, le déloyal ? Comment est-ce que ça s'incarne, les méthodes de DJI pour tuer Parrot, par exemple ? Par exemple, une méthode déloyale, ça consiste à... par exemple, acheter des produits ou pas les acheter et sur Amazon et sur tous les sites de vente dire les produits de Parrot sont mauvais. Et donc, si tu fais ça d'une manière industrielle, eh bien, tu tues la réputation de la boîte. Exactement, tu détruis la réputation. Voilà. Et ça, DJI l'a
l'a dit dans une interview qu'ils ont donnée, je crois, à Bloomberg. Donc, je veux dire, oui, ces entreprises sont déloyales et il faut qu'elles deviennent loyales, sinon les choses ne seront pas acceptées par. Il y a 1 an et demi, le patron de Tencent a dit, donc Tencent, hein, un des géants de la tech chinoise, a dit en fait, il parlait d'un G2. Il a dit en fait, il va falloir que vous soyez soit occidental, soit chinois. Et si vous voulez être sur les deux, eh ben, il vous faudra 2 outils de production, 2 produits différents. Écoute, c'est le contraire de ce que je te disais tout à l'heure. Si tu veux, le software est une industrie qui existe grâce à l'open source et grâce à une grande universalité. Les entreprises américaines de la Silicon Valley ont distribué gratuitement des logiciels les plus sophistiqués en matière d'intelligence artificielle et de tous les outils informatiques, si tu veux. Il n'y a pas l'équivalent en Chine. Est-ce que ça va continuer ? C'est ça la question. Moi, je m'appelle pas Madame Irma. Hein, donc moi, je n'ai pas du marc de café pour te dire comment vont se passer le conflit, si tu veux, sous-jacent entre la Chine et l'Amérique, ou disons l'Occident, sur le point des développements technologiques. Je te dis que moi, en tant que développeur de soft, qu'entrepreneur, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que te dit le patron de Tencent. Et je pense que penser comme ça, c'est très grave. N'empêche que tes drones, tu les donnerais pas à l'armée chinoise. Mes drones, je les donnerais pas à l'armée chinoise. Mais je ne m'en inquiète pas, l'armée chinoise ne les achètera pas. Donc, je veux dire, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Bon, bah super. Mais c'est voilà, c'est la dernière question. T'as pas l'impression qu'à un moment, en fait, vous tous là, hein, qui créez les promesses de la tech, vous allez être otage de la géostratégie. Voilà, c'était ça un peu la question qui m'intéressait. Il nous reste 1 minute. La question, si tu veux, est-ce qu'on est otage de la géostratégie ? Comme j'ai envie de te répondre par une pirouette, si tu veux, on est tous otages du monde dans lequel on vit. Donc, on n'est pas plus otage de la géostratégie qu'un autre. Mais oui, le monde change énormément. La technologie, l'industrie du software a un potentiel et déjà des proportions d'activité énormes. Et j'espère que ça ne va pas nous conduire à une nouvelle guerre froide. Mais bon, qu'est-ce que... Non, mais... Je peux rien y faire, si tu veux. Et moi non plus. Tu sais quoi ? Moi non plus. Merci. Attends, reste là, faut que je dise au revoir aux gens. Henri Seydoux était notre invité sur Bismart. Et les amis, nous, on se retrouve demain. Et non, pas demain, qu'est-ce que je dis ? Demain, c'est Aurélie Planex, on se retrouve lundi.